Existe-t-il une vie après la mort ? La mort, aussi inéluctable soit-elle, est-elle véritablement la limite de la vie ? Depuis toujours, l'humanité croit en l'existence d'une vie après ce que l'on appelle la mort. Que ce soit par une forme de paradis, ou même une variante de l'enfer, chaque peuple a sa vision de l'après-vie qui lui est propre. Les Grecs de l'Antiquité voyaient l'enfer comme un lieu post-mortem, divisé en plusieurs étages. Protégé par Cerbère, ils pensaient que Charon faisait traverser les eaux du Styx jusqu'au tribunal des morts. Celui-ci décidait alors de la sentence en envoyant les défunts dans le Champs-Élysées, dans le champ du châtiment, le pré de l'Asphodèle ou le Tartare. Des lieux où l'âme mène des post-vies de torture, de paix ou d'errance. Par la complexité de cette version, on comprend que dans cette mythologie, la mort n'est pas une fin. Pourtant, certains estiment aussi que la mort est bien la finalité de toute chose, que cette étape inévitable signifie l'extinction de toute forme de vie, et de nombreux penseurs se sont penchés sur la question. Étonnamment, la mort est souvent associée à une toute autre idée, la renaissance. La vie immortelle du phénix ou celle du zombie. La mort signifie peut-être une renaissance sous une autre forme, un oisillon ou un cadavre ambulant, même là, dans les versions les plus fantastiques, cette finalité est complexe. Mais le sujet de la réincarnation est une vision très différente et nous n'aborderons pas ce thème aujourd'hui. Que ce soit d'un point de vue physiologique ou philosophique, l'arrivée imminente de la grande faucheuse est un sujet particulièrement vaste. Il existe de nombreuses manières de la traiter et on peut rapidement trouver une réponse erronée à notre problématique. Pour revenir à notre question d'origine, je vous propose de la reformuler. En effet, nous nous demandons surtout si l'idée de la mort elle-même est une finalité de la vie. Le monde d'après dépend avant tout que le décès ne soit en réalité qu'une transformation corporelle de l'état physique à l'état spirituel. Aussi, je vous propose de continuer en nous demandant « La mort signifie-t-elle réellement la fin ?» La mort fait peur. C'est probablement le pire des screamers et dans le cinéma, on la voit beaucoup. Voilà un sujet très complexe dont la vision que l'on a d'elle a varié au fil du temps mais aussi en fonction des origines et des croyances. En 2017, un film d'animation particulièrement beau a abordé le sujet d'une vie potentielle après la mort par le prisme d'une culture assez méconnue. On nous raconte ce récit par le prisme d'un enfant dont l'héritage musical fait frissonner dès les premières notes. Dans les minutes qui suivront, nous nous pencherons sur la question de la mort et sa fatalité avec Coco dans la Director's Cut. Avant de développer différentes pensées quant à ce sujet, il est important de définir concrètement ce dont on parle. Tout d'abord, l'élément capital qu'il faut fixer est ce qu'on appelle la mort. D'après la définition claire, la mort peut tout simplement se résumer à cesser de vivre. Mais avec celle-ci, on peut tout simplement se demander qu'est-ce que vivre, et dans ce cas, on part sur un tout autre sujet philosophique qui n'a pas d'intérêt. En tout cas, pas aujourd'hui. Alors pour cette vidéo, il va nous falloir être un peu plus précis. La mort, c'est en fin de compte la perte définitive des caractéristiques de la vie. Merci Larousse. Cela signifie de perdre ce que l'on appelle les fonctions vitales et physiques du corps. Vous l'aurez remarqué ici, on est surtout sur une explication très spécifique, très médicale. Si l'on considère la mort comme l'impossibilité de vivre plus longtemps, alors oui, en règle générale, la mort peut être vue et considérée comme la fin. Mais avec les différentes Director's Cut que vous avez sûrement vues, vous aurez compris que nous n'allons pas nous arrêter là. Sur un plan philosophique, il est évident que chaque grand penseur avait sa propre vision de la vie et donc un rapport différent à la mort. Pour les épicuriens, la mort n'est pas une pensée utile. La mort signifie la fin de toute sensation, du moment présent. Tant qu'elle n'est pas là, c'est la vie qui rythme les jours, et quand elle survient, il n'est plus rien. Ici, nous sommes sur une vision fataliste de la mort. Elle est un passage obligé de la vie et symbolise la fin de tout. Cette manière d'appréhender la chose est donc complètement différente de la pensée de Platon. Pour Platon, la mort est la séparation du corps physique et de l'âme. Une version assez complexe qui considère le corps humain et l'âme comme deux entités distinctes qui se séparent. Et pour le coup, avec cette pensée, l'âme se retrouvant seule continue de vivre par elle-même. Ici, Platon pense avant tout à une mort biologique, la fin d'une enveloppe corporelle et la survie de l'âme, de l'esprit, dans un autre monde. Le film dont nous parlons aujourd'hui semble plus proche des idées de Platon que d'Épicure. Coco est un film d'animation américain réalisé par les studios Pixar et sorti en 2017. On découvre l'histoire de Miguel et de sa famille vivant dans un petit village d'Amérique latine. Alors que la musique est interdite dans sa famille depuis plusieurs générations, Miguel, lui, rêve de devenir, comme son idole, une star de la musique. Alors que la fête des morts débute dans son village, on lui annonce qu'il est destiné à reprendre l'affaire de cordonnerie familiale. Souhaitant à tout prix éviter ce destin, il se retrouve à jouer avec la guitare de sa star favorite et est alors propulsé dans le monde des morts, restant lui bien vivant. Alors se camouflant dans la foule, il retrouve les membres décédés de sa famille et cherche à revenir dans sa réalité, en apprenant un maximum sur les enjeux de l'au-delà. Coco est un magnifique film d'animation. Tout d'abord, il est visuellement magnifique. Le monde des morts est représenté avec des couleurs chaudes et vibrantes, notamment le rouge et l'orange ou encore le jaune et le violet.
Ces couleurs sont là pour exprimer une certaine joie et rappeler la célébration de la fête des morts, et ainsi que souligner la beauté de l'énergie de ce monde spirituel. En revanche, le monde des vivants est représenté par des couleurs bien plus sobres et réalistes, notamment des teintes de marron, beige et gris. On cherche avant tout à marquer la dure réalité de la vie quotidienne et le contraste avec la beauté de la magie de l'autre monde. Le choix des couleurs dans Coco contribue à la narration visuelle du film et ainsi aide à distinguer clairement les différents mondes. Les couleurs vives du monde des morts contrastent également avec l'intrigue sombre du film et contribuent à donner une impression d'optimisme et de joie malgré les défis auxquels sont confrontés les personnages. Coco est un film qui aborde le thème de la mort d'une manière unique et intéressante. Le film se déroule lors d'une fête célébrant les défunts au Mexique. Une célébration colorée et joyeuse qui honore les esprits de ceux qui nous sont chers. La représentation de la mort dans ce film est donc très différente de ce que l'on peut voir dans la plupart des films d'animation occidentaux qui représentent souvent la mort comme un événement sombre et effrayant. Ici, elle n'est pas représentée comme une fin mais plutôt comme une continuation de la vie sous une forme différente. La mort continue d'exister dans un monde spirituel où ils peuvent interagir avec les vivants lors de la fête. Cette représentation est calquée sur la vision mexicaine traditionnelle de la mort qui est vue comme une étape naturelle de la vie. Et enfin, on peut faire le rapprochement avec la vision exprimée par Platon. Coco aborde également la question de la mémoire et de la manière dont les morts continuent d'exister au travers des souvenirs des vivants. Dans ce film, les défunts peuvent continuer d'exister dans le monde spirituel tant que les vivants se souviennent d'eux et les honorent. Telle est la tradition mexicaine qui consiste en un devoir de mémoire. Avec ce film d'animation, les studios Pixar expriment l'importance de la famille et de la transmission des traditions et des valeurs familiales. Le personnage principal, Miguel, se rend compte que la musique a une part importante dans sa famille, mais qu'elle a été abandonnée en raison d'une tragédie survenue dans le passé. Miguel doit alors trouver un moyen de se connecter avec ses ancêtres pour comprendre l'importance de cette tradition et la transmettre aux générations futures. Vous l'aurez compris, quand il s'agit de répondre à notre problématique, Coco a déjà pris sa position. La culture mexicaine et les idées exprimées dans le récit sont clairement les mêmes que celles de Platon. La mort n'est qu'une étape de la vie. Celle-ci continue après s'être débarrassée du corps. Pour faire un lien rapide avec d'autres œuvres culturelles, il est récurrent de voir un personnage mourir. Régulièrement, c'est de manière définitive qu'elle survient, essentiellement quand garder un personnage en vie n'est pas important ou que l'aspect spirituel de la mort n'apporte rien à l'histoire. Or, l'expression de la mort dans un grand nombre de récits de la pop culture est intéressante à développer. Dans Star Wars, on sait que la religion Jedi et ses facultés offrent la possibilité de maintenir son corps dans la force, ainsi vivre pour toujours. Le décès est alors sans grande importance. Pour aborder un aspect plus symbolique, la série Doctor Who a une manière très particulière de faire. Tout d'abord, son personnage ne meurt pas, il est doté de capacités régénératrices lui permettant de se renouveler et de se régénérer pour devenir quelqu'un d'autre. Procédé scénaristique à l'origine, elle prend une symbolisation de renouveau pour le personnage. Enfin, la série The Good Place nous parle aussi de la mort à sa façon. À la différence qu'elle aborde le sujet directement dans l'après-vie. Aussi, on découvre ce qui se passe une fois la mort survenue, on apprend les différences entre le paradis et l'enfer. Plusieurs saisons se passent jusqu'à ce que, spoiler, on se rende compte que la vie éternelle après la mort, c'est vite chiant. L'éternité est interminable, logique, les âmes en ont marre de errer. Même si la fin de la série résout le problème, mais là encore c'est pas le sujet. Pour revenir à Coco, la pensée exprimée dans le film n'est pas la vie éternelle. En effet, c'est le souvenir qui maintient le corps spirituel en vie, ce sont les actes dans le monde des vivants et le nombre de personnes qui seront touchées et qui partageront le souvenir d'une personne qui conservera la mémoire de l'être spirituel. Aussi, ce film, dans sa proposition, fait bien la distinction entre une étape du cycle de la vie et non le repos éternel, comme peuvent exprimer certaines cultures. Il était important de souligner que Coco montre bel et bien une fin à travers la disparition dans la pensée collective. Je sais pas si on a compris, mais on va dire que ça passe. Ces exemples, bien que différents à leur manière, expriment l'idée que la mort n'est pas la finalité de tout. Elle n'est peut-être qu'une étape et permet de laisser vivre notre âme en dehors de notre corps. Ou elle peut être spirituelle et permettre un renouveau. Dans cette vision de la vie, la mort n'est qu'une transformation physique et marque seulement le début d'un nouveau cycle, un passage obligatoire pour découvrir une nouvelle vision du monde, le monde d'après. Évidemment, cette pensée reste tout à fait spirituelle et ne représente pas la philosophie de nombreux penseurs, comme je le disais précédemment, et puis Cure a de son côté une vision très différente. En pensant à notre problématique avec un regard scientifique, comme on l'a fait au début de la vidéo, oui, la mort est une fin. D'un point de vue tout à fait médical, la mort est la disparition permanente et irréversible des capacités de conscience et de toute fonction cérébrale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. En effet, avec une perspective médicale, la cessation de vie du corps physique, dont l'arrêt définitif du fonctionnement des organes, est la fin. Mais ici, nous n'entrons pas en désaccord avec l'écrit de Platon. Il est vrai que le philosophe lui-même parlait de la mort du corps. Il a ainsi séparé le corps et l'esprit,
Or, il existe une philosophie qui ne considère pas la mort du tout, et cette pensée est aussi utilisée dans les récits du 7e art. Le plus grand défenseur de la pensée d'Épicure se trouve dans un dessin animé, et pas n'importe lequel, dans un Disney. C'est lorsqu'il fuit les loups avec lesquels il a été élevé pour les sauver de la colère de Shere Khan que le jeune Mowgli fait la rencontre de Baloo. L'ours tranquille chante, mange et profite de la vie, et ça, il le prône dans sa chanson avec une simple phrase. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Comme Épicure, Baloo n'est pas inquiet pour la suite de sa vie, ni même pour sa fin. Sa condition d'ours aide peut-être à éliminer la peur d'un éventuel prédateur. Il voit la vie au jour le jour, cueille une banane et sait que le cactus peut lui causer du tort. Le principe même de l'épicurisme est la quête du bonheur. Or, l'inquiétude, l'avenir et particulièrement la peur de la mort est une source de problèmes. Alors tout simplement, il n'y pense pas. Car la mort voudrait dire ne plus vivre, et qu'il a profité de chaque instant, que sans penser à l'avenir, il a atteint le bonheur, et donc que la mort n'est que la finalité de ce chemin. De nos jours, plusieurs termes sont utilisés pour représenter l'épicurisme. YOLO, You Only Live Once, on ne vit qu'une fois pour les non-anglophones, c'est l'exemple parfait. Mais avant cet acronyme, une expression latine un peu plus célèbre nous faisait comprendre l'idée. Elle venait d'Horace, un poète latin ayant un bon penchant pour les réflexions de notre philosophe. Ces mots, un film a essayé de nous les faire comprendre. Malheureusement, le travail de notre capitaine a été écourté avant que l'on retienne parfaitement la leçon, dans le cercle des poètes disparus. Carpe diem, cueillir le jour présent sans se soucier du lendemain. Littéralement, Baloo. Monsieur Keating est un professeur très particulier. Très différent des autres dans son enseignement, il présente une vision de la vie qui ne correspond pas vraiment avec les valeurs de l'établissement. Il pousse ses étudiants à se découvrir par eux-mêmes, il les guide vers une pensée d'expression de soi, de spontanéité et surtout de la culture de la véritable sensation. Il cherche à leur faire comprendre le monde et leur faire apprécier les petits bonheurs de la vie sans se soucier du lendemain, sans se soucier de la mort. Pourtant, cet enseignement va mal finir, puisque perdu et rejeté par un père autoritaire, un de ses étudiants va passer à côté d'une leçon capitale en se suicidant. Cette leçon est concrètement le détail qui rend la théorie d'Épicure intéressante. Selon lui, au début on est, à la fin on meurt et au milieu on vit. Avant nous c'est le néant, après pareil, alors profitons du temps au milieu. Or, nous n'avons pas peur du néant qui se trouve avant notre naissance, alors pourquoi être effrayé de celui d'après la mort? Cela ne signifie que la fin de sensation. En revanche, si le penseur ne la craint pas, il ne la souhaite pas non plus. On ne désire pas la mort étant donné qu'elle symbolise la fin de tout, et qu'elle n'apporte pas le bonheur spontané. Coco est un film peu ordinaire, déjà par ses visuels et ses sentiments qu'il parvient à faire passer au travers de ses personnages, mais aussi par sa vision très différente du monde d'après. Le dessin animé propose avant tout un devoir de mémoire et de respect envers l'héritage culturel que nous laissent nos aïeuls, un devoir de mémoire important pour notre histoire, mais aussi, si l'on suit la pensée du récit, pour la survie du corps spirituel des défunts. Et je n'ai même pas parlé des chansons qui sont vraiment là pour nous briser. Les différents peuples du monde ont influencé la culture populaire sur sa représentation de la mort. Permettant de varier les récits et abordant le sujet de manière précise, la vision de l'enfer grec peut être retrouvée partout. Dans cette suite d'idées, nous avons vu deux réflexions sur la mort. Il est important de souligner que chaque penseur a sa vision et qu'aborder le vécu de Heidegger, de Socrate ou de Kant n'aurait pas d'intérêt. Ou en tout cas, pas maintenant. Épicure a choisi de profiter de la vie avant qu'elle n'arrive à son terme, mettant fin à toutes ses sensations. Platon préfère voir la mort comme un changement d'état et la libération de l'âme. Nous ne pouvons pas dire s'il existe une véritable réponse à la manière dont il faut vivre sa vie et surtout si celle-ci prend fin lorsque nos fonctions vitales s'arrêtent. Avec cette analyse rapide de l'environnement de la pop culture, les scénaristes ont tendance à suivre l'idée de Platon plus que celle d'Épicure. Persuadés que l'âme et le corps se séparent pour le plus grand plaisir des fans de paranormal, mais alors en partant de ce postulat, si la mort est une fatalité, ne serait-ce que physique, est-ce le cas de tout? Si mes années de cinéphile m'ont appris quelque chose, c'est que la vie trouve toujours un chemin. Merci les dinos. Que le cycle de la vie est perpétuel et que la mort engendre toujours la nouvelle vie. Nous revenons sur cette idée de renaissance dont nous parlions au début de la vidéo. Mais si, à la fin de chaque chose, il y a un renouveau, la fin est-elle réelle? Si l'on vient perpétuellement remplacer quelque chose par une autre, alors la première chose n'a pas concrètement pris fin. Elle a simplement évolué pour devenir une nouvelle version. C'est tout le paradoxe du bateau de Thésée. Si au fil du temps, on remplace une à une les planches d'un bateau, une fois que chaque planche sera remplacée, sommes-nous sur le même bateau? Non, dans l'idée, il s'agit d'une nouvelle coque. Mais le premier n'a pas réellement eu de fin, il a simplement changé petit à petit jusqu'à prendre une nouvelle forme. Dans cette pensée, l'humain renouvelle les cellules de son corps chaque jour, les remplaçant par de nouvelles. On estime alors que notre corps meurt et revit chaque seconde. Il ne cesse de changer, de renaître et de grandir. Alors dans cette configuration de la vie où chaque chose, chaque corps, chaque cellule se renouvelle ou se transforme, existe-t-il vraiment une fin ?